Mais moi, si je vais particulièrement bien, et je voulais le dire la semaine dernière, mais j'ai oublié de vous le dire au tout début. Ce qui fait que je vais plutôt bien, c'est parce que je vous ai vu la semaine dernière. Enfin, du coup, là, Il y a ce 2 serait semaines. il y a 2 semaines. Ouais, voilà. Oh, c'est trop mignon. Oh, Niléane. Oh, j'aime beaucoup. Nous Je suis aussi, ça nous mignonne, a en fait fait. plaisir de te voir. Faut que tu montes plus souvent. Faut Bah. qu'on fasse une émission en direct avec les gens, quoi. C'est ça qui serait cool de faire. On a eu la discussion il y a 2 jours, Agathe. Je le disais pour que les gens l'entendent parce qu'on est dans la preview, on est dans le début de l'épisode avant le lancement de Jingle en fait. C'était très naturel. Mais C'était elle brise le 4e mur comme Jaja. J'en peux plus. Allez, à bientôt, ciao, mets le jingle. D'ailleurs, l'épisode pilote, on l'a pas enregistré il y a la semaine dernière. On l'a enregistré il y a 1 heure. Morgane. Oh merde. Ouais, prenons ces rires parce que ce qu'on va regarder maintenant. Alors, oui, gros trigger warning, et pour une fois, un vrai trigger warning. La série qui a été proposée aujourd'hui a été proposée par Agathe. Fin du trigger warning. Attention, c'est Agathe qui a choisi. C'est ça le trigger warning, du coup. Comme la dernière fois, il y a de l'inceste qui sort de nulle part et beaucoup de mentions de suicide. Voilà, donc pour les gens qui n'ont pas envie d'écouter ces choses-là, on vous comprend parfaitement. Vous pouvez ne pas nous écouter. Pour les autres, restez. Vous allez voir, ça va être fun. Merci Agathe. De suicide, et surtout, il y a une tentative de suicide. Voilà, c'est le fil rouge de l'épisode. Ouais, mais il y en a qu'une, donc ça va. Bienvenue dans l'épisode le plus joyeux dont on a tout vu, l'épisode 10, où on va vous parler du final de Kaamelott qui s'appelle exactement comme le pilote, Dies Irae. C'est Morgane Jekyll qui vous parle et je suis comme d'habitude accompagné de mes 2 co-animatrices. Agathe Mamet, c'est Ménica Folden. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Chaque épisode, ça change de réseau social. Et moi, c'est Niléane, juste Niléane. Voilà. Toujours Niléane. Comme je le disais en intro, merci Agathe. Et moi, je la remercie premier degré. Mais c'est un plaisir, mais j'ai envie de partager avec vous la bonne humeur que j'avais durant mon adolescence. Moi, je me sentais bien, c'était une période de ma vie où j'avais besoin de choses positives qui m'arrivaient. Des séries où il y a des ciels bleus, on voit la mer, voilà. On voit la mer, effectivement. On voit la mer dans il y a des références à Louis de Funès, il y a des relations entre les personnages très fortes. Il y a de la confiance qui est donnée à des gens qui ont fait des erreurs. Voilà, tous ces trucs-là sont positifs et alors évidemment, sont enrobés dans un environnement. Il y a beaucoup de barbes. Il y a beaucoup de barbes, ça, putain, c'est vrai. Par contre, il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes que dans l'épisode pilote. Oui. C'était pas difficile puisqu'il n'y en avait aucune dans l'épisode pilote. Si, il y en a une. Il y avait Guenièvre qui n'était pas jouée par Guenièvre. Qui ça, Guenièvre? C'est qui? C'est la femme d'Arthur. Ok, pardon. Mais apparemment, il en a eu 3, donc... Niléane, oui. est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on vient de regarder? Tout à fait. Alors, ça commence il y a très longtemps, dans une galaxie bien lointaine. Très lointaine. Il y a Agathe qui fait Dark Vador, c'est génial. Ok, donc c'est l'histoire de l'empereur Palpatine qui est sur le point de mourir et qui est sur son lit de mort. Pas du tout. Et il y a toute la cour de la République galactique, enfin l'ex-République, l'Empire, tout ça, bon, vous connaissez, et qui vient évidemment payer ses hommages à l'empereur avant qu'il ne meure. Et finalement, ce final est un grand hommage à Star Wars, la revanche des Sith, parce que, en plus, non seulement c'est la revanche des Sith, mais c'est un mélange, c'est un hommage entier à Star Wars. Et ce qui va se passer, c'est que l'empereur Palpatine... Je comprends de quoi tu parles. Il y a l'ordre 66. Ouais, non, mais il y a plus que ça. Il y a l'ordre 66. Donc oui, l'empereur Palpatine va évidemment devoir gérer tout ce qu'il a fait, les drames qu'il a commis, les crimes de guerre qu'il a commis avec tous les gens qui viennent lui demander des excuses. Ou non, pas plutôt des excuses, mais genre des explications. Voilà. Pas vraiment, Palpatine ne s'excuse pas. Et puis c'est triste. Et à la fin, patatras, comme tu l'as dit, l'ordre 66. Et c'est la fin
comme ça sur l'ordre 66, où il y a tous les chevaliers qui meurent. Et voilà, j'adorais. Oui, et à la fin, c'est même écrit directed by George Lucas, un vrai truc. Ah ouais, de Ah ouf. oui, hein. dans une galaxie fort lointaine. Après, moi, j'avais plus l'impression que l'empereur Palpatine, c'est le mec qui arrive sur un cheveu de soupe à la fin, qui dit à Lancelot, il faut que tu lances l'ordre oui. 66. Et du coup, comme on est Non, dans alors ça, c'est Comte Dooku, j'ai noté. parce que Oui, pour moi, c'est du coup, le ça aurait, Comte Dooku. ça aurait été Jar Jar Binks qui était en train de mourir. Mais non, c'est Jésus, enfin, c'est Obi-Wan. Ah bah oui, puisqu'il a Non, perdu tout Obi-Wan. son sang dans la Non. baignoire. Non, moi j'ai noté Obi-Wan, c'est Lancelot. Vous savez rien. Mais n'importe quoi, mais n'importe Lancelot, quoi. c'est Obi-Wan. Alors, pourquoi? Parce que purement les vêtements, en fait. Il est en blanc. Mais c'est des Stormtroopers, c'est pour ça qu'ils sont en blanc. Non, tu comprends rien. Et donc, mais si, Nilian, c'est elle c'est sort. la référence. Ils sont tous en blanc. Mais oui, ils sont tous en blanc comme des Stormtroopers. Oui, ok, peut-être. Mais il croise un type robé de noir et qui parle vraiment comme le comte Dooku. Donc Oui, finalement, ça, je suis d'accord que c'est le comte Dooku. Après, moi, ça pouvait être aussi l'empereur. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'empereur. c'est pas Clone Wars qu'on a vu, c'est bien le final de Camelot, qui est beaucoup moins drôle que ce qu'on est en train de vous faire croire, parce qu'en fait, Mais arrête, Clone Noir, c'est pas drôle. ça commence avec Astier qui est au C'est bout bien parce qu'on a du bout de sa vie. Depuis le dernier épisode, on a décidé d'arrêter d'appeler le personnage Arthur. Il s'appelle Oui, Astier. c'est Astier. C'est Astier. Il est en pleine déprime. M6 lui demande plus d'épisodes et il ne veut plus en écrire. Il n'en peut plus et il a décidé de faire un épisode là-dessus, clairement. Il est au bout de sa life et il a surtout fait une tentative de suicide. Oui, et ça a l'air d'être un gros truc. Et j'ai lu, parce que le synopsis, parce que j'ai acheté l'épisode sur Apple TV, et le synopsis, c'est écrit que la tentative de suicide a eu lieu 6 mois avant, du coup. Donc c'est tout récent, finalement. Ah oui, il est quand même anémié encore de cette période-là, quoi. Il est encore fatigué, donc c'est 6 mois, c'est beaucoup quand même pour se remettre d'une anémie, non? Je sais pas, peut-être que quand il n'y avait pas des poches de sang à l'époque. Attends, je demande à ChatGPT, c'est quoi une anémie? L'anémie, c'est quand tu manques de sang. Oui, tu manques de sang. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à se lever parce qu'il a perdu trop de... Des litres de sang. J'avoue, donc 6 mois, ouais, c'est bizarre. C'est beaucoup. Et là, il est dans un espèce d'HP qui est chez sa mère, si on ne dit pas de bêtises. Et en fait, tout le royaume vient payer ses hommages, sauf que, en fait, il n'a pas réussi à se tuer. Et donc, du coup, au lieu de rebrousser chemin, les gens vont lui payer leurs hommages. Ce qui est effectivement une blague assez drôle, je trouve. En mode, écoutez, vous n'êtes pas mort, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Et donc, du coup, chacun vient présenter un petit peu ses hommages à quelqu'un qui est encore en vie. Ou presque. Puis, non, la vanne, c'est qu'il y a la mère qui l'a déjà déclaré mort. Non ? C'est ça. Au début de l'épisode, il est vivant, et puis en fait, il s'endort pendant 3 jours, et puis la mère, entre-temps, le déclare mort. Ah oui, c'est mort. ça. Oui, voilà, ok. Et pendant lesquels il fait des rêves. Il y a beaucoup ce trope de, à chaque fois qu'il ferme les yeux, il a un rêve. Et en fait, ce n'était qu'un rêve. Mais le truc, c'est que, imaginez, Nilian et moi, on n'a jamais vu cette série. On voit des rêves avec des meufs qui arrivent et genre du drama, mais du drama au feu de l'amour, vraiment. Ouais, genre ça a l'air intense. Hein. Est-ce que tu te souviens de moi, de machin, de trucs? Et puis elle change, du coup tu vois 2 personnes différentes. J'ai froid, réchauffe-moi, machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier flashback, surtout, il est dans un lit avec une zouze au-dessus de lui. Et il a pas de barbe, il est tout rasé et tout machin. Et la zouze lui dit: mais je n'aime pas quand tu n'as plus de barbe. Et donc, moi, j'ai envie de dire, ok. C'est exactement ce que ma mère m'a dit après ma transition. Le laser, c'est ouf, quoi. Vous voulez que je vous fuck up encore plus? La zouze qui est au-dessus de lui, elle est blonde avec des cheveux frisés. Oui. Et c'est la meuf de Caradoc, le mec qui boit du pâté, qui mange du pâté de biche, de la terrine de biche ensuite dans l'épisode. D'accord. Celui qui bouffe tout le temps, là. Mais pourquoi du coup c'est un peu bête? Voilà, ils sont tous bêtes. Mais oui, c'est celui qui est particulièrement bête. Ouais. Du coup, il a pécho sa zouze. Il a pécho sa zouze. D'accord. 2 saisons avant.
Ouh là 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 là. Mais pourquoi tu juges polyamour? Je juge pas, je dis que c'est ce qui Mais arrive. pas toi, Morgane. Mais ça a pas l'air d'être dans un consentement absolu, parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont en capacité de consentir, ce jeune homme. Enfin, peut-être que si. Hein. Bah, ça a duré une saison entière quand même leur histoire. Ah oui. Et elle est devenue reine et tout. Enfin, c'est devenu un gros bail. Ah oui, Reine Camilla, ok. On a l'impression que c'est très très drôle. C'est diamétralement opposé au pilote qu'on a vu. C'est-à-dire que l'ambiance qu'on est, ce sont des plans très longs, très lents. C'est étalonné dans une chambre noire, donc tout est extrêmement sombre. C'est des tons très... Enfin, il est vert, Astier, pendant du début jusqu'à la fin, parce qu'il a plus de sang, mais il est vert. Et du coup, ça donne ce truc, on a l'impression d'être passé en fait de l'évolution du court-métrage d'étudiants français au long-métrage français, voilà, qui va gagner un César pour le meilleur acteur. Et il est en dépression, mais comme on le voit dans tous les films français qui existent au monde, quoi. Maman est morte aujourd'hui. Mais moi, je l'ai trouvé un peu dans le même mood que dans les pilotes, en fait. Genre, quand même énervé, sec. Il bouge moins, quand même. Oui, c'est... Et donc, on n'a plus le bruit d'armure constant. Parce qu'ils portent pas d'armure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que depuis le pilote, alors c'est vrai que vous avez pas bien retenu les personnages, mais en vérité, les personnages sont assez bien tenus depuis le pilote. Ils ont quasi tous les mêmes acteurs. Sauf Guenièvre qui a changé, et ils ont surtout tous la même personnalité. Ils ont juste progressé dans la personnalité, et ils ont évidemment été fleshed out un peu. Ils sont un peu plus tenus, il y a un peu plus de background sur eux. C'est bien, c'est que j'essaie de trouver des mots différents, mais à chaque fois ils sont en anglais, donc c'est compliqué. Mais... De l'arrière-plan. Un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un fil direct entre le premier et le dernier, à part le fait qu'ils ont le même titre. C'est que le page qui écrit les mémoires de Kaamelott est toujours là. Et en fait, ça s'ouvre sur la question de voilà, je suis en train d'écrire votre épopée. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de votre suicide? Et c'est beau ça. Et du coup, Astier est en mode bah non, moi je préférais qu'on parle de Kaamelott. Il fait oui, bah enfin j'ai tout noté de Kaamelott, mais c'était un peu que des cons, donc ça va intéresser personne. Jusque là, je le suis assez d'accord avec lui. Et Et mais j'ai trouvé ça génial que ce personnage qui était vraiment dans le background ait toujours ce lien, et j'adore ces moments-là où en fait, et on parlait de Star Wars, pour moi c'est le rôle de C3PO et de R2D2 qui sont des personnages comme ça, liens entre les époques, entre les trucs, et qui sont porteurs de quelque chose et d'un vécu. Et voilà, donc le petit côté C3PO qui veut savoir un petit peu, j'ai besoin pour mes mémoires internes de comprendre pourquoi vous avez essayé de vous suicider. Ça lance un truc. J'irais presque dans l'écriture à dire que c'est aussi intelligent que Citizen Kane, qui fonctionne en... Normalement, on a promis d'être gentil avec Agathe sur cet épisode parce qu'elle adore Kaamelott. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Morgane Jekyll? Mais on est un peu sur ce côté de un drame est arrivé, quelqu'un est mort. Bon, là, il est presque mort. On va essayer de trouver la réponse. Non, mais j'y crois pas. À travers sa vie, à travers l'histoire de sa vie. Et forcément, les racines de tout ça viennent sur un souvenir d'enfance qui a été répressé. En fait, je ne peux pas accepter le compliment que tu fais à cette série maintenant, parce qu'on vient de passer 1h30 la semaine dernière à se foutre sur la gueule sur le pilote, et puis d'un coup tu le compares au meilleur film du monde en fait. Genre, mais oui, mais en fait finalement, est-ce que cette série ne serait pas écrite un peu de façon Orson Welles? C'est vrai qu'en fait, je peux pas faire ça, Morgane. Il lui ressemble un peu, hein. Il a une énorme barbe. Et moi j'ai dit que c'était Star Wars, ce qui est aussi un autre compliment. C'est vrai. Non mais alors je vous ai promis que je prenais pas tout ça pour moi, mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand même un petit peu de voir que vous êtes un petit peu rentré au moins malgré tout dans cette série. Il a suffi d'une semaine. On a pris une semaine pour réfléchir. Pour réfléchir à nos erreurs. On a reçu... Non mais tu te rends pas compte le nombre de tweets qu'on a reçus de gens qui étaient en mode « Mais non, mais défoncez pas Kaamelott, c'est incroyable !» On a même Mika qui nous a dit que c'était sa série préférée, qu'il fallait aller la chercher et tout. Non mais voilà, donc nous on se calme. Le transactivisme, ça va 5 minutes. il a suffisamment à faire à The Voice, c'est bon. Pardon. De quoi tu parles? Parce que Mika, les gens connaissent Mika. Enfin, Mika, mais personne connaît Mika. En fait, Mika, la enseignante pour les gens qui ne connaisseraient pas. Bien sûr, Mika.
qui a présenté l'Eurovision en 2022. L'Eurovision en Italie, évidemment, on a adoré. Est-ce qu'on regardera l'Eurovision dans Il faut qu'ils arrêtent. Le jour où ils auront arrêté, oui, on pourra. On fait le dernier Eurovision avec l'Australie. Oh mon Dieu. Oh. Mais ce qui est important du coup à noter quand même dans ce début d'épisode, c'est que donc le père Blaise, donc le page qui est avec Astier, lui dit il me manque 2 choses dans mon carnet, dans mes mémoires. Il y a ta tentative de suicide et t'es pas mort parce que Lancelot t'a sauvé. C'est ça qu'il lui dit. Qui est ton ennemi Qui est ton ennemi? Moi, je ne savais pas, mais Lancelot est l'ennemi du roi Arthur dans cette. Ouais. Il essaie de le tuer. En fait, il est amoureux de Guenièvre et il vole Guenièvre. En fait, ils s'envolent ensemble. C'est qui Guenièvre déjà? Guenièvre, c'est la meuf d'Arthur. Pas la meuf de Caradoc. La meuf de Caradoc, c'est Dame évanouie. Pas pareil. Ok. Et le second chose, c'est effectivement qu'il n'a pas pu donner ses souvenirs sur l'épée du rocher qu'il a retirée la première fois quand il était enfant parce qu'il s'en souvient plus. C'est ça les 2 choses qu'il n'a pas pu raconter. Comme pour le premier épisode, on est sur une économie de moyens. On est vraiment sur un huis clos total. Les gens viennent tour à tour parler avec Astier / roi Arthur pour du coup comprendre. Enfin, c'est pas forcément comprendre. Ils viennent dire un petit peu leur payer leur hommage, bazar. on dit. Voilà, payer leur hommage. Mais en fait, à travers ça, on est censé comprendre un petit peu plus les raisons qui ont amené le roi Arthur au suicide, j'ai l'impression. Eh ben, en fait, les raisons, on les a tout à fait. Enfin, je vous le dis. En fait, c'est parce qu'il a pas eu d'enfants. En fait, il a cherché toute la saison dernière. Il a cherché des enfants parce qu'il a baisé toutes les meufs, la moitié des meufs d'Angleterre. Et en fait, il se rend compte que il est stérile. Et la saison se termine comme ça, en mode je n'aurai plus jamais. Je n'ai pas de descendance. Je n'ai pas de futur. Je suis entouré de cons et je pourrai jamais transmettre de l'intelligence à un enfant. Ma vie n'a plus aucun sens, je vais me buter en fait. C'est ça que se termine comme ça l'épisode de la saison 5. Donc elle est dure quand même, et le sujet en plus nous parle à nous en fait aussi en tant que femme trans. Ça nous fait parler à l'époque, c'est pour ça que je vous dis que ça connecte avec mes... J'imagine. Allez, vas-y, arrive à essayer de rebondir là-dessus maintenant. Eh bien, un autre sujet assez léger, pareil, comme ça, qui décide de s'écraser contre la tour chez Kaamelott. J'allais dire ça, en fait, aussi. C'est... Ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur ? L'inceste. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il fallait qu'on ait une... C'est complètement gratuit, ça vient de nulle part, c'est sa demi-sœur qui lui demande si il veut coucher avec elle. Mais t'as vu dans quel contexte elle veut le faire ? Non. Mon Dieu, vous n'avez pas compris. En fait, la blague, c'est que... La blague. Alors déjà, j'adore. C'est une blague. La blague, c'est une blague morbide, mais elle lui dit ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur ? Astier fait bah non. Et elle lui répond ça viendra. Et en fait, c'est une blague sur le fait qu'elle va genre baiser son cadavre, en fait. C'est ça la blague. C'est pas uniquement une blague d'inceste, c'est une blague nécrophile, en fait. Je me sens sale. Moi, j'ai cru que c'était en fait que dans la légende du roi Arthur, il avait couché avec sa demi-sœur à un moment donné et que du coup, ça faisait référence à ça. Alors bien évidemment, j'ai absolument pas vérifié cette information. Mais pourquoi elle fait cette vanne ? Je comprends pas. Parce qu'elle le déteste en fait. Ils se détestent. Ils sont ennemis jurés. Ils ont essayé de se tuer l'un et l'autre. Voilà. C'est la famille qui se déteste. Mais quelle est cette série ? Vraiment, genre, on a commencé avec des petits sketchs mignons sur... Et ben voilà, mais c'est pour ça que je voulais vous proposer cette série, en fait. Que se passe-t-il ? Mais parce qu'il y a du background partout, en fait, maintenant. Et vous l'avez pas pu le voir, en fait. Et vous êtes partis de ce truc-là où, en fait, c'était juste des blagues en carton. Et maintenant, en fait, on a genre des blagues morbides des à la histoires, place. des arcs, des interactions entre les personnages qu'ils sont construits. Et c'est ça que je pense que les gens aiment aussi dans Kaamelott. Ok. Ah ouais, non, mais c'est... Et puis, je disais, l'épisode de la semaine dernière, je disais que c'est quand même extrêmement français, très franco-français comme façon de faire. Je pense qu'effectivement, au-delà de l'humour, il y a cette espèce de... On a une culture de cacher le drame par l'humour.
Ouais. de rigoler des choses pour ne pas s'interroger, pas se questionner, etc. Et souvent, quand on fait des blagues en France qui sont assez problématiques, on va dire non, mais ça va, c'était juste une blague, c'était juste de l'humour. Souvent, ça vient cacher des choses, que ce soit des préjugés, que ce soit des drames, etc. C'est assez intéressant de voir que quand on enlève l'humour, c'est ça qui reste, cette espèce de relation entre les êtres humains qui sont en fait très dégradées et très problématiques et très dramatiques. Ok. La nécrophilie. Ok. Du coup, il y a pas mal de personnages qui passent voir Arthur. Donc, on a sa demi-sœur qui lui dit ça. Après, il y a un deuxième pélo. Alors, c'est qui le deuxième pélo? Eh ben, le deuxième pélo, moi j'ai écrit, j'ai rien compris. Parce qu'en fait, il parle de. Mais je crois qu'il parle de trucs vraiment très méta. Et j'ai rien compris. Je sais plus qui c'est le deuxième. Et c'est Moi non Bort, donc c'est celui Je vous qui dit dans le pilote Ah, c'est Bort. j'ai envie de vivre ma vie au grand jour parce qu'il est homosexuel. C'est Oui. ce personnage-là en fait. Et c'est là où il y a Merlin qui arrive après, c'est ça? C'est ça. Ok. Et Bort, C'est qui Merlin? Merlin, C'est Merlin, l'enchanteur. Tu connais pas Merlin? Non mais Nien, je peux pas dire que je connais pas Merlin. Non, si, je connais Merlin l'enchanteur. Bah, il arrive à un moment donné, il joue le. C'est Dumbledore? Oui, Pardon. Dumbledore. Bah, d'ailleurs, il ressemble à Hagrid Astier pendant tout l'épisode. Donc, on a Hagrid dans le lit, on a Dumbledore qui arrive, et c'est Merlin. Et c'est lui qui lui dit mais regardez, j'arrive avec des herbes et je vais vous rafistoler. Ah oui, ok, je vois qui c'est. Oui. Et Astier est en mode genre, oh oui, vous avez déjà essayé de me rafistoler. Vous m'avez donné des antidépresseurs pendant 6 saisons, ça marche pas, donc arrêtez de me donner des choses. Bah, apparemment, il perd toujours du sang après 6 mois. Oui, il y a un problème. Il n'arrive pas à reconstruire son sang en fait. Et donc Merlin lui fait non mais en fait mon gars, c'est pas que t'arrives pas à reconstruire ton sang, c'est que t'as pas envie de le faire en fait. T'as envie de mourir et en fait ton corps ne recrée pas les conditions nécessaires à ce que tu ailles bien quoi. Oui, ça c'est le moment Thibaut InShape, quoi, où il est en train de dire mais qu'est-ce que tu fous, bouge-toi, C'est un peu ça. il y a rien à foutre de ta dépression, Tu es déprimé? Arrête. arrête. Je vous ai pris non, mais oui. un cachet d'homéopathie. Je l'ai trempé dans de l'eau minérale. Dans quoi? L'eau minérale que j'ai adoubée tel un chevalier. Donc c'est de l'eau, c'est un cachet adoubé, c'est un cachet de chevalier. Alors, Sauvez-moi cette blague, je ne sais pas comment terminer cette blague. Moi, à ce moment-là, j'écris dans mes notes, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et on a Caradoc, donc le pas fut-fut, qui arrive avec de la terrine de biche. Et qui est roi de Bretagne. Oui, et oui. Alors oui, non mais. Alors la question c'est, d'après vous, comment c'est arrivé quoi? Comment ce Moi, mec... je pense que je sais. Vas-y. sais. Bah, Ouais. parce que tu nous l'as dit tout à l'heure. Vraiment, ça n'a aucun sens, ma théorie. Vous allez voir. C'est que Arthur s'est marié avec, du coup, a piqué la femme de Caraboc, de Carac, machin. Bon, bref, il lui a piqué sa femme. Ils se sont mariés. Elle est devenue reine. L'autre a fait une tentative de suicide, a perdu son pouvoir, ou je ne sais quoi, et de machin. Du coup, l'autre s'est remarié avec sa femme, et du coup, comme elle était reine, il est devenu roi. Et oui. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. J'ai raison. Mais en plus, elle a raison. C'est un truc d'escalier. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens, mais c'est incroyable. C'est génial comme plot. J'adore. Niléane n'a toujours pas compris. Mais Je n'ai pas compris. Je repasse ce que tu as dit dans ma tête. Je ne comprends pas. Astier s'est marié avec, la nana de Caradoc. Et ensuite, quand Astier a dit bah, je ne suis plus roi, elle est restée reine. Et du coup, son mari est devenu roi. Son premier mari est devenu roi. Ça marche absolument pas comme ça, mais c'est incroyable. Ok, d'accord, ok. Ouais, elle explique beaucoup mieux que toi, Morgane. Ah mon Dieu. Écoute, on peut pas être doué à tout, choisir des bonnes séries à review ensemble et expliquer des choses. Voilà. Moi, visiblement, je choisis d'expliquer des choses. Il est devenu roi par tour de passe-passe, mais il veut plus. Exactement, parce qu'il a jamais voulu, a priori. Et comme il le dit, au début, c'était cool, mais ça s'est très vite... Et en fait, on voit derrière la pensée de Astier, qui est souvent la pensée des gens qui pensent être des génies incompris.
moi, par exemple, j'ai cette pensée-là, qui est de se dire que tout le reste du monde est incompétent, que les gens n'y arrivent pas et qu'ils ont qu'à essayer pour voir. Et que quand ils vont essayer, ils vont se rendre compte au bout d'une semaine ou 2 semaines qu'en fait, c'est super difficile de faire ce boulot-là. En fait, ce que font les génies incompris, qui sont juste des pervers narcissiques, c'est de créer des conditions de travail qui sont tellement difficiles que non seulement ça les amène au burn-out, mais en plus personne d'autre pourra suivre derrière, parce qu'en fait c'est pas fait pour être fait par une seule personne. Voilà, je vous ai speedrunné ma thérapie en 2 minutes. Je suis désolé, J'adore. Morgane. Moi, ce que je trouve hyper beau avec cet épisode, malgré tout, c'est qu'il essaie d'avoir une. Alors en anglais, on dit une closure, mais je sais pas comment tu le dirais en français. Il essaie de finir un petit peu la relation qu'il a avec chaque personnage. Et je sais pas si vous l'avez senti, mais il y a une tendresse quand même entre Astier et tous ses chevaliers. Avec Bohort, il essaie de le rassurer. Merlin, il essaie de lui dire t'inquiète, c'est pas ta faute, mon gars. Caradoc, même s'il est con, ben en fait, il dit non mais vous inquiétez pas, t'inquiète pas, Caradoc, ça va bien se passer. Si t'as plus envie d'être roi, ben t'es plus roi et t'as même pas besoin de te signer à aucun papier ni rien. En fait, si jamais tu veux plus l'être, ben on dit que c'est fait. On dit que on a décidé oralement qu'il y avait une passation de pouvoir et en fait tu peux aller t'amuser de nouveau avec tes amis dans la campagne en fait. Si jamais t'as juste envie du genre de bouffer, en fait bah bouffe en fait et continue de faire Oui, il ça. a une position de vieux sage. Et en fait il veut le bien de ses sujets quoi. Et là non mais il comment dire, il paraît d'être un vieux con, il a cette attitude de tout le monde me fait chier, mais il peut pas s'empêcher quand même d'être gentil. Alors moi j'ai une théorie là-dessus. Est-ce que comme tout a l'air d'être vraiment très très écrit par Astier seul, ou en tout cas peu entouré de co-scénaristes, est-ce qu'on pourrait pas considérer ces personnages comme des parts de lui-même? Totalement, ouais. C'est Et du coup, autobiographique. est-ce qu'il serait pas en train de se parler à lui-même, de se dire mais en fait t'as pas besoin d'être roi, t'as pas besoin d'être le gros producteur français que tout le monde attend, etc. Peut-être que tu peux juste aller t'amuser dans la forêt avec tes potes en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Bah, alors, il va y avoir une suite, mais effectivement, là, il démissionne, quoi. C'est clairement une démission, et depuis 2 saisons, en fait. On le sait depuis le début de la saison 5, il démissionne. Et parce que la saison 6, celle qu'on a vue, la toute dernière, il présente juste tout le passé. Donc, son passé à Rome, puisqu'il est né à Rome. Donc, T'imagines si Palpatine avait démissionné? Ça serait énorme. quoi. Oui, mais du coup, il y aurait eu un de ses clones qui aurait repris le pouvoir. Somehow. Parce que ça va Palpatine Return. attendez, c'est qui Dark Vador dans cette histoire-là, là? Je comprends pas. Eh bien... Il y en a un ou pas Est-ce que c'est Caradoc? Non, ça peut pas être Caradoc. Ben, il faudrait qu'il ait une main forte, un acolyte main forte, et ce serait lui. C'est la terrine de pâté. Terrine de biche. Bon, en tout cas, Padmé Amidala arrive en la personne de Guenièvre, c'est ça? Guenièvre. Ouais. Alors, c'est la je meilleure. pensais avoir la drop, je ne l'ai pas, mais en fait, elle lui dit, vous savez, ce tweet qui a beaucoup circulé quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, quand on a fait un petit barbecue dans le 5e, il y avait ce tweet de « Je me suis enfui de table, j'ai pleuré, c'est pas possible, c'est notre âme ». Elle lui sort quasiment verbatim ça. J'avoue, c'est vrai. Elle lui dit voilà, quand j'ai appris que vous étiez mort, j'en pouvais plus, je voulais partir, je voulais etc. Et c'est vraiment, j'ai senti cette même énergie et ça m'a fait apprécier ce tweet davantage. Et c'est un peu comme Rogue One pour filer encore Star Wars. Ouais. Rogue One a réussi à me faire apprécier encore plus l'épisode 4 voilà. Donc parfois les préquels arrivent à rajouter encore plus de saveur à une œuvre. Pour moi, ce tweet est une œuvre et Kaamelott vient de lui donner encore plus de goût. Bon, là, cependant, en l'occurrence, elle dit à un moment, dans son rant, elle dit « Je crois que j'ai traité votre tante de grosse gouine quand j'ai compris que vous étiez encore vivant. » Et oui, l'homophobie est revenue. Le grand retour. Ouais. Mais surtout en plus gratuite. Genre vraiment, il n'y avait pas besoin, les personnages Oui, mais il y a sont du pas regret. là. Mais il y a du regret. Il y a du regret. Elle dit, Est-ce que ça oh. joue encore pour s'enfoncer encore, parce que vraiment, je trouve que ce personnage n'a rien pour réussir à la faire s'élever de tout ça. Après l'homophobie, elle décide de le faire culpabiliser de cette Et oui. tentative de suicide. C'est Et- honteux.
Et ça donne ça. J'ai rien laissé voir du tout, moi. Je me suis buté, quoi. Oh, si. Il y en a d'autres, des moyens de se buter. Se jeter du haut d'une falaise, par exemple, ça emmerde personne. C'est assez dur. Hein. On est sur une phrase, on dirait les gens de droite qui prennent le métro et qui se plaignent que le métro est en arrêt parce que quelqu'un s'est jeté sur les voies. Oui. L'écriture des femmes chez Astier a un problème profond de ce que j'ai pu voir de Kaamelott, qui est qu'il ne comprend pas ce que c'est que l'empathie. Et tout l'humour de Kaamelott, j'ai l'impression, joue beaucoup sur l'idée qu'il n'y a pas d'empathie entre ces personnages, sauf les personnages les plus débiles. Et moi, ça me pose problème. Oh non. J'avais pas remarqué un pattern là-dessus, mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est vraiment déprimant, en fait, ce qu'elle dit. Moi, je me sens mal, en fait. Putain. En fait, je mets toute l'énergie de mon corps à pas rentrer dans un Vas-y. mode explicatif, en fait. Donc, je vais pas le faire. Et on va, Ok. D'accord. et on va continuer parce que... Chers auditeurs, chères auditrices, sachez que à ce moment-là, vous auriez pu avoir une défense de votre série préférée, mais Agathe Mais elle n'a pas choisi, voulu. Eh a oui. choisi de ne pas le faire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Du coup, nous passons à la deuxième. Non, sinon, on fait comme la zouze, on l'a fait culpabiliser. Non, mais t'aurais pu, quoi. Enfin, là, tu fais juste tu fais chier le monde, en fait. Mon Dieu, c'est horrible. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que juste Arthur répond « Promis, je le referai plus ». En mode comme si c'était un enfant fautif, en fait. C'est qu'on l'avait pris sur le fait. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Surtout qu'on a les détails et tout de son... Ah, c'est vraiment pas ouf. Ah putain, j'ai envie de vous raconter des choses, mais en fait, en même temps, j'ai pas envie de saouler tout le monde, donc j'essaie de trouver le bon équilibre. Mais quand même, en parlant d'empathie, Guenièvre et Arthur, comment dire, Arthur l'a quand même quitté pour une autre femme, quoi. Enfin, genre, et elle est quand même venue à son chevet, donc il y a quand même une relation amoureuse forte entre les deux, beaucoup d'émotions. Et il y a ces tablettes avec l'histoire qui est racontée d'Arthur, et en fait, Guenièvre fait « Non, c'est ton jardin secret, je ne veux pas le lire ». Et elle lui dit « J'ai pas lu les mémoires, mais j'avais peur de tomber sur des trucs qui ne me concernent pas ». Et Arthur lui lance une bombe qui est... Je me suis marié. Ouais, il s'est marié une première fois. Ah oui, c'est vrai. Oui. Avant elle, donc, on imagine. Ouais, et c'est en fait la deuxième nana qu'on voit dans le premier flashback. Avec les cheveux bruns. Avec les cheveux bruns, tout à fait. Qui du coup venait de Rome, on imagine. Exactement, elle s'appelle Laconia. Est-ce que j'ai pas suivi ce putain Mais d'épisode? pourquoi elle venait de Rome? Parce Comment qu'il t'as est, su il est ça né à Rome, et elle le dit, elle parle de quand tu étais à Rome, machin. Parce que c'est elle qui lui critique le fait qu'il ait pas de barbe, et lui il est en mode non, mais à Rome, tous les empereurs ils ont pas de barbe, et elle est en mode genre ouais, mais machin, il en avait pas, et là oui, mais il a construit un mur. Bref, je vais pas vous refaire tout le truc, mais Ah oui, Adrien. Adrien, exactement, ça parle d'Adrien. Le mur d'Adrien. Bah oui, le fameux. Oui. Un empereur romain, du coup. Et pas Katniss. Donc, Non, il n'avait pas de barbe non plus, regarde. Non mais c'est génial parce que vous allez vous m'offrez mais la meilleure transition du monde avec Adrien Quatennens, vous doutez même pas parce que transitionner Adrien Quatennens juste après non, on l'accepte pas. Juste après, on a l'interaction que j'ai la plus aimée de tout l'épisode. Lancelot arrive. Et il y a un espèce de côté assez intimiste entre Lancelot et Astier. Il faut savoir que Lancelot, du coup, a essayé de tuer Astier. Et en allant d'essayer de tuer Astier, en fait, il essayait de se suicider. Il a fini par le sauver. C'est un peu ça c'était tellement beau. Le principe. Tellement beau. Et du coup, pendant toute cette conversation, Astier écrit sur un petit carnet et en fait lui fait une passation de pouvoir puisqu'il vient d'avoir les pleins pouvoirs oralement de Caradoc. Du coup, il peut les donner à Lancelot par écrit. Il n'aurait pas été roi longtemps. Genre à peu près 5 minutes. Mais c'est les mêmes pouvoirs? Oui, Oui, c'est ça, c'est le pouvoir de roi de Bretagne. Et comme un grand leader politique que nous connaissons bien, il lui dit... Faites mieux. Merci. Alors, c'était pas la bonne drop. Il lui dit exactement. Faites les choses bien.
Oui, d'accord. C'est presque pareil. Hein. Bah alors, Eh, on n'a encore pas gagné. vous voyez qu'il y avait un lien avec Katniss. Je vous laisse pas filer. Incroyable. Oui, c'est vrai. Waouh. Mais en Soudainement, Kaamelott est bien. Waouh. non, on n'ira pas jusque-là quand même. Pardon. Mais au moins aussi bien que Jean-Luc Mélenchon. La barre est pensais d'une certaine hauteur. Je pensais qu'elle passait enfin à autre chose, mais non. Ok. Mais en tout cas, moi, ce moment entre Lancelot et Arthur, j'ai trouvé ça assez touchant, Ah ouais, c'est hyper touchant. assez juste et bien joué. Donc, c'est validé par moi. Ben, je sais pas si vous l'avez vu, mais Lancelot, il est paumé dans sa vie, quoi. Enfin, il a un regard dans vitreux. Oui, il a l'air un peu vide. C'est un emo boy. En fait, ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, quand ils ont annoncé la série Le Seigneur des Anneaux, il y a eu une Oui. image de à qui ressemblerait Sauron. Et bah, c'est exactement le visuel Ah bon du faux Sauron, un peu en mode emo, machin. Alors, c'était pas Sauron finalement dans la série. Non, c'est pas ça que je pensais. Mais c'est un espèce d'adolescent emo blond, crâne un peu rasé, regard vitreux. Oui, si, c'est à ça que je pensais. Oui, dans la série Seigneur des Anneaux, il y a 3 traits blancs qui sont vraiment pâles et qui viennent d'une sorte de culte. Et oui, et j'ai totalement, quand j'ai vu Lancelot, j'ai pensé à ces types-là. Voilà, Mais je me suis dit que j'allais pas en parler parce que qui a vu la série Seigneur des Anneaux? Ben moi, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu quand ils ont fait croire aux gens que c'était Sauron. Et donc, D'accord, tout le monde a ok. pété un câble en mode, mais putain, on dirait quelqu'un qui écoute Nirvana. Peut-être qu'un jour on aura tout vu. On a tout vu de Seigneur Du des Seigneur Anneaux. des Anneaux, mon Dieu. On pourra. Est-ce que vous avez noté le conseil que donne Arthur à Lancelot? Genre, il lui dit Bah oui. quelque chose. Faites mieux. Merci. Ouais, c'était comme de l'eau de roche. C'est JPP2, prépare vous les filles. 2027. Non, en fait, il lui dit un truc spécial qui est en fait un flashback, qui est un fusil de Tchekhov du conseil, en fait, du début de la saison, qui est les grands chefs ont un point commun, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Oui. Je sais pas si vous l'avez noté cette phrase-là. Non, Si. je m'en souviens pas. Si, Ok. si. J'ai Je l'ai pas pas mise noté. en audio, mais oui. Bah, en fait, pour moi, ça rentrait avec le faites mieux. C'est un côté qui est quand même assez. Enfin, moi, je trouve cette phrase magnifique. Elle est Ouais. assez juste et j'ai trouvé qu'elle sortait un peu de nulle part, mais j'imagine que tu as du. Ben, c'est ça, en fait, c'est il y avait, durant sa période à Rome, en fait, Arthur devient centurion, il progresse en grade, etc. Et puis, à un moment, en fait, on lui dit, bah, maintenant, tu vas être chargé, alors je sais plus quel est son grade, mais général de l'armée romaine en Angleterre. En Britannie, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Britannie. Et en fait, lui se sent absolument pas les épaules de le faire et se retrouve devant César, qui est joué par Pierre Mondy. Et en fait, il y a toute une scène qui est en plan séquence. D'ailleurs, c'est la scène suivante est exactement tournée comme celle de Pierre Mondy à l'époque. C'est-à-dire, on le voit que lui, on voit pas à qui il parle, et il parle dans le vide. Et en fait, cette grande tirade de Pierre Mondy se finit par ce conseil qui est les grands chefs ont un point commun, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Et en vérité, moi, je pense que c'est une boussole qui est tellement importante pour tout. En fait, tu peux analyser tous les personnages de fiction et même les personnages réels par cette phrase-là. Et c'est ce que je trouve que ça, le punch up et Le punch punch down up et dont le on punch parlait down, tout à l'heure, ouais, il est vraiment dans cette atmosphère-là de ta seule boussole, c'est de donner de la dignité aux faibles. Je trouve que ces deux mots, côte à côte, résument le projet de la série. Alors, de manière très imparfaite, parce que on l'a vu, il y a du sexisme, il y a l'homophobie, etc. Mais malgré tout, il y a des gens stupides, et à chaque fois, Astier essaie de leur donner de la dignité. Et on n'utilise pas assez ce mot dans le vocabulaire militant en ce moment. C'est beau. Ouais. C'est Non, une bonne idée pour le projet de gauche, en général. Sophie Binet, on pense à toi. Ça va devenir notre mascotte de On a tout C'est vu, Sophie Binet. Vraiment, On l'invite genre, pour la prochaine. ce serait trop bien de l'inviter. Non, la pauvre. Elle va plus en pouvoir. Tu parles du prochain plan. Moi, j'ai mis c'est la dépression en un plan.
ça m'a fait beaucoup penser à un autre grand film dans l'histoire du cinéma qui est Persona, qui est un film de Ingmar Oh. Bergman, qui est considéré comme un des plus grands films du cinéma. Ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement un plan un peu similaire où quelqu'un raconte une histoire un peu difficile et sans aucune coupure, en plan séquence. Ouais. On ne voit pas les réactions de la personne en face. Comme au théâtre. D'ailleurs, Bergman était un grand metteur en scène de théâtre. Ce qu'il fait dans Persona, c'est qu'il d'abord il filme la première personne qui parle, et ensuite il remet le dialogue au tout début, et on voit le plan de la personne qui écoute. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça donne un poids aux paroles, et on se concentre sur les réactions de ces deux personnages, qui sont du coup une femme qui est actrice en dépression totale, et de l'autre côté, son infirmière qui vient s'occuper d'elle à son chevet. Donc ça fait un petit lien, et je pense que Astier a un petit peu ça en tête quand il fait ce genre de choses. Et donc on a effectivement ce plan très lent, qui est un travelling pour le coup, où la caméra avance vers Astier, qui parle, qui raconte un petit peu, je sais plus exactement Est-ce que de quoi il Dylan se parle, souvient par d'ailleurs. hasard Ah, mais bien sûr. du rêve? Enfin, c'est un moment que j'aime beaucoup. Hein. Non, enfin, C'est vrai? Ah, mais ça me fait plaisir. que là, tu dises ça. c'est très réussi. Et alors, j'ai noté le rêve pour m'en souvenir si vous voulez que je le raconte. il raconte qu'il a fait un rêve une fois. Et ce que j'ai adoré dans la manière dont il raconte le rêve, c'est que c'est méga réaliste de quand tu racontes un rêve, en Ouais. fait. Oui, oui, oui. C'est en mode, bon, là, il y avait un type, je comprends pas pourquoi, mais il y avait un type. Et puis, tu sais, comme c'est commencé dans les rêves, on est à cet endroit, mais c'est pas normal, mais dans le rêve, dans le contexte du rêve, je vais quand même avec le flow, etc. Bon, il raconte de manière super réaliste. Et puis, surtout, la manière dont, à nouveau, sur la forme, la manière dont il raconte le rêve, du coup, les petits aspects irrationnels dans son récit de son rêve donnent un aspect très significatif au rêve lui-même. Et c'est trop bien. Vraiment, là, c'est Waouh, l'apogée de la série. Oui. Je suis d'accord avec toi à 98%. Les 2 derniers Ok. pourcents, c'est que on voit la lumière LED qu'il y a, qui se reflète dans l'œil d'Astier. Et du coup, moi, pendant tout ce moment, j'étais là, genre, je voyais l'équipe de tournage derrière, et je l'imaginais Ok. tout seul, en pleine dépression, en train de déclamer à une lenteur absolue. Et moi, j'imaginais son contre-champ, qui était clairement une caméra sur des rails de travelling, avec toute une équipe, le Non. script, la prise de son, le machin, qui arrivait tout doucement, et ça m'a un petit peu sorti de la chose. La Parce que réalisatrice qui connaît trop. peut-être. Pour vous donner une idée de la lenteur à laquelle il déclame ses répliques, je vais vous donner la toute fin de ce qu'il parle. Alors, encore une fois, c'est assez difficile. On parle toujours du suicide, et on parle de son suicide de manière assez graphique, puisque c'était dans une baignoire où il s'est lacéré les poignets. Et l'audio de ce petit moment est assez intéressant parce que, comme je dis, ça va bien vous montrer la lenteur à laquelle il déclame ses répliques. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable? Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Voilà. Fun times. C'est l'épisode sans doute le plus joyeux que j'ai jamais vu de ma vie, surtout pour une série qui est censée être extrêmement humoristique. Et surtout, il le raconte, si je dis pas de bêtises, il le raconte à quelqu'un qui a pas l'air d'en saisir la portée Oui. émotionnelle, et qui est le grand pote de Caradoc, si je dis pas de bêtises. C'est Perceval, et c'est important que ce soit lui parce que c'est la figure qui se rapproche le plus d'un enfant pour Arthur. C'est un peu son enfant adoptif, alors même Oh. s'ils ont à peu près le même âge, mais comme il est con, en fait, il a un peu adopté. Et c'est à lui qu'il confie ce rêve, en fait. C'est pas à sa femme, c'est pas à des gens importants pour lui, enfin, c'est pas à d'autres gens, c'est vraiment à son fils adoptif. Alors, ce que j'allais vous dire tout à l'heure aussi, c'est que sur la forme de ce moment, alors ça m'a fait penser à un truc qui n'est pas la même chose dans l'exercice du cinéma ou quoi. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle It's a Beautiful Day in a Neighborhood. C'est un biopic de Roger, Mr. Rogers. Voilà. Mr. Rogers. Ah oui. Et pas Roger Waters qui fait autre chose.
Non, Mr. Rogers, qui est une star pour enfants, surtout aux États-Unis, qu'on connaît pas beaucoup ici, à part ses petites chansonnettes. Et il y a une scène dans ce film où Mr. Rogers parle avec le deuxième personnage du film en lui disant là, on peut se poser. Ils sont dans un resto, on peut se poser et on va juste se regarder dans les yeux et souffler. Et là, il s'ensuit un moment dans le film où je sais pas combien de temps ça dure, cette scène, ça dure peut-être 5 minutes, je sais pas, 4 minutes, ça paraît très long en tout cas. Et c'est un moment où aucun des personnages ne dit rien, Waouh, c'est aucun des impressionnant. figurants dans le restaurant ne disent rien, et parce que du coup, dans la scène, comment on dit, intradigétiquement, Ouais. dans c'est la ça. scène, les personnages autour s'arrêtent aussi de parler et de faire du bruit, alors que c'est dans un restaurant. Et la caméra, juste, on fixe Mr. Rogers, et en fait, on est avec lui. On suit sa pensée sans que... bon, là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de mots prononcés. On suit sa pensée. Et j'ai ressenti ça ici. Et ce que je voulais dire, en plus de cela, c'est que c'est marrant quand même que dans Kaamelott, le seul moment que j'adore n'est pas un moment drôle. Donc ça me permet de Oh, mon souligner Dieu. le fait que je ne trouve pas cette série drôle, mais du coup, quand elle sort de cet exercice, ça marche très bien, il y a une bonne écriture. Je j'adore. pensais que tu allais dire le seul moment que j'aime dans Kaamelott, c'est quand il ne parle pas. Et Non, au contraire, là, il ça parle, m'aurait il y a beaucoup pas vexé de en souci. même temps. je comprends. Non, non. Et c'est là qu'on arrive au conte Doku. Et c'est pour ça que je vous parlais de Jésus au début d'épisode, du coup, parce qu'en fait, il se compare au Christ Bah oui. qui expie tous les péchés de tout le monde. Voilà. Alors, je sais pas si c'est véritablement comme ça que ça marche dans l'histoire, mais C'est la symbolique du Graal. En fait, ce qui est Oui. intéressant, c'est que j'ai toujours l'impression, arrivé au dernier épisode, qu'ils n'ont toujours pas lu la légende d'Arthur, mais qui se sont bien renseignés sur l'imagerie catholique et justement sur qu'est-ce que le Graal et qu'est-ce que ça vient apporter derrière. C'est clairement un point de départ, hein. Effectivement, dans la série, voilà, on dit il y a une table ronde avec un chevalier, avec des chevaliers, et en fait, voilà ce qu'on en fait, quoi. Après, ils se sont amusés là-dessus. Mais ouais, faut pas chercher à se dire ouais, non, mais attends, c'est Lancelot à la fin qui trouve le Graal ou je sais pas quoi. Je sais même plus si c'est ça en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te souviens, Morgane, des chevaliers table Absolument ronde? pas. Je crois, C'est ça. je suis pas persuadé qu'il trouve le Graal. Je pense qu'il trouve Avalon, qui est l'espèce de paradis des Ah oui, chevaliers c'est vrai. de la table Mais qu'est-ce que vous oblongue. racontez? et Je connais rien de tout ça. et qu'en fait, il y a un peu... parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec la quête du Graal, c'est que... et c'est un peu ce que Astier essaye de faire ici, c'est que c'est une quête personnelle, c'est une quête de qui on est et de ce qu'on veut être. Et en fait, le problème, c'est que ce sont des légendes qui ont été écrites il y a très longtemps, qui du coup ne portent plus du tout les mêmes valeurs que celles qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et Ouais, donc c'est ça. la légende arthurienne, elle est plus sur une découverte de soi, mais une découverte de soi par rapport à Dieu, un Dieu qui est pas forcément celui qu'on croit parce qu'on est avec des Celtes. Et donc il y a aussi un travail de mélange entre la culture catholique et la culture celte. C'est plein de choses qui se passent en même temps et au final, le Graal n'est pas si important que ça. Un peu comme dans Kaamelott, ça reste un fil conducteur qui fait que on sait quel est l'intérêt des gens. Et c'est assez intéressant parce que ça fait partie des premières légendes qui ont une construction narrative moderne. C'est-à-dire qu'on a le MacGuffin. Les gens cherchent un MacGuffin, qui est le Graal, et à travers ça, on peut raconter des histoires. On l'avait un petit peu avec l'Odyssée, hein, on va pas se mentir, parce que c'est un peu la même structure, et Oui, que le l'Odyssée... MacGuffin, c'est revenir chez soi. Voilà, c'est ça, c'est d'aller chercher ou d'aller chercher la toison d'or, ou d'aller chercher Pénélope qui attend au bout de la jetée. Il y a, à travers ça, on peut raconter des histoires et il y a un lien direct. Mais entre l'Odyssée et les légendes arthuriennes, on est sur des récits beaucoup plus religieux qui sont là pour apprendre des choses, qui sont là pour servir une morale. Et du coup, on n'est plus... Voilà, on n'était plus du tout sur un truc tel qu'on raconte des histoires aujourd'hui, c'est-à-dire la construction intérieure et pas la construction sociétale. Voilà. Je suis tellement contente de t'avoir posé cette question. Que tu pu nous raconter ça, c'est hyper chouette. Moi, j'ai Moi, envie de dire, comme ce qui est inscrit au fond de la baignoire, m'avait bien cassé les couilles. Parce que Ouais. ce n'est pas vrai, mais du coup, je trouve ça marrant que ce soit... La Là, fameuse inscription qu'il y a dans le... Oui, Moi, ça m'a fait penser. Je me suis dit, est-ce que
en fait, tout est une métaphore de Jésus vers Arthur. Et là, pour le coup, j'ai essayé de faire une transposition de Arthur vers Jésus en me disant, est-ce que Jésus, quand il est mort sur la croix, s'est dit, vous m'avez bien cassé les couilles aussi, quoi. Je pense que c'est le cas, quoi. Pour le coup, littéralement, je pense même. Ah oui. Malheureusement. Oh non. Orchidectomie, transition, normale. Il y a une dernière métaphore que je ferais avec une autre œuvre, ce serait en attendant Godot. En fait, finalement, c'est un prétexte. Donc, dans Attendant Godot, c'est juste pour le faire gros. Pièce de théâtre c'est de une pièce- Beckett, si je dis pas de bêtises. C'est une pièce de théâtre où en fait on attend un type et en fait il se passe plein de trucs en attendant ce type, quoi. Et en fait c'est un peu la même façon où c'est des gars qui sont là en se disant bah un jour un des chevaliers va revenir avec le Graal. On fait quoi en attendant, quoi. Et c'est c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait ils ont tous un but commun, mais en fait ils font rien pour avancer ce but. En fait, à vrai dire, les scènes où on voit qu'ils avancent vraiment sur le Graal, ça va peut-être représenter 10 épisodes de la série. En gros, t'as 3 épisodes qui se passent dans un donjon et c'est terminé en fait. Le reste se passe à Camelot et c'est de l'interpersonnel. Et d'un coup, l'épisode se transforme en Star Wars. Yes, parfait. Ok. Je me te redresse laisse, sur ma chaise. Liliane, je te laisse ton moment. Vas-y, raconte-nous plus en détail. Ah ouais, ça va être court par contre, désolé. On croit que, enfin moi je crois que il est mort, ça y est. Non. C'est un fondu vers le noir. Oui, Mais je te dis, moi je crois qu'il est mort, là, ça y est, c'est fini. Non, Il y a un non, tu fondu crois vers pas le qu'il est noir. mort. Non, je n'accepte pas Agace. je n'accepte pas cette vérité. Je refuse. Le podcast s'arrête ici. Allez, à bientôt. Il y a un fondu vers le noir et on croit qu'il est mort, ça y est. Et on switch vers l'extérieur. Il y a Lancelot qui marche avec sa tablette ou avec les pleins pouvoirs en main, comme tel Maréchal Pétain. Et du coup, il croise enfin le comte Dooku, qui est vêtu de noir. Qui pour moi est l'empereur. Ouais. qui s'appelle en fait Méléagant. Méléagant. Méléagant, Ouais. très bien. Ok. Ok. Et qui lui dit qu'il faut tout effacer. Il faut effacer tous les chevaliers et faire table rase. Un truc comme C'était ça. beau. À la c'est place beau. de la table oblongue, on fait table rase. Mais alors Ça à ce commence moment-là, presque moi- pareil. Et ce qui se passe, c'est que du coup, l'ordre 66, en fait, c'est l'ordre 66. ça. C'est juste Ouais. qu'il va demander à tous les Lancelot, tous les ces clones Lancelot, Stormtroopers. de tuer les chevaliers. Et c'est un peu triste. J'ai eu des mauvais flashbacks avec la Revanche des Sith. T'as entendu la musique oui. derrière de Duel of Oui, the oui. Fates. En fait, la connexion entre Lancelot et Arthur, ça a toujours été un peu celle du professeur X et de Magneto, où Magneto a toujours été du style, et Lancelot aussi. Bah, en fait, Lancelot pense qu'il y a des cons, et les cons, faut pas faire avec eux, il faut les buter, et il faut faire ça, en fait. Alors qu'Astier est plutôt en mode, bah ouais, on est entouré de cons, mais il faut faire avec eux, parce que, en fait, c'est le projet, c'est de faire des choses avec des gens. Et Lancelot est en mode, bah non, en fait, il faut les exterminer, c'est des cons. En fait, ils servent à rien, et c'est Non, mais en fait, du coup, c'est très très clair. Astier, c'est Obi-Wan Kenobi. Non, mais c'est vrai. Lancelot, Oui. c'est Anakin. Et Guéant, c'est Claude Guéant, ouais. Voilà, tout à fait. Claude Guéant, c'est Palpatine. Ok, oui. Et voilà, c'est tout. Et en fait, J'ai si mal fait mon casting Star Wars. Mais oui. Non, mais- Vous me corrigez dès que je donne un personnage. et le page, là, je sais plus comment il s'appelle, qu'on voit depuis le début, c'est bien C3PO Mais oui. qui note toutes les choses. Mais d'ailleurs, tout à l'heure tu l'as dit, dans Star Wars, à la base, les premiers scénarios écrits par George Lucas, c'est R2D2. C'était vu du point de vue d'R2D2, et c'est R2D2 qui raconte toute l'histoire de Star Wars, toute la Ah, saga. là, là. Et c'est aussi pour ça que George Lucas met R2D2 dans tous les films. En fait, comme c'est George Lucas et qu'il a une intégrité artistique, tout allait être en droïde, donc ça allait faire bip 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 pendant tout le temps, et on n'aurait rien compris. C'est pour ça que les producteurs lui ont dit non, George, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Alors que Astier, lui, a une intégrité artistique et a tout mis en latin. Clairement. Clairement. Oui, je suis désolé, Néléane, mais Astier est supérieur à George Lucas sur ce. sur ce point. Ah bah c'est au niveau de Citizen Kane, hein, visiblement. Donc, Faut parler mieux du créateur, hein, s'il vous plaît. le créateur. Laissez 5 étoiles si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Et je peux totalement vous mettre dans la merde. Je leur dis, laissez 5 étoiles si vous êtes d'accord avec moi. C'est Vous n'avez pas le choix.
Donc on a l'ordre 66. Il y a un mec, donc je sais pas qui ce serait. J'imagine ce serait le père de Leia qui vient chercher Obi-Wan pour lui dire là c'est la merde. Alors attendez, faut juste sur la scène en fait, il y a quand même une scène où on voit qu'ils sortent la table, qu'ils y mettent le feu. Ah oui. Et toute cette scène est faite avec un montage hyper chelou. Alors il y a une musique qui est jolie. Ah oui, c'est catastrophique ça. Mais surtout, enfin c'est très mal monté. C'est aussi bien monté que le pilote. Ah ouais. Mais alors pour le coup, mais c'est là où tu vois qu'il monte lui-même quoi le truc. Tout est au Il y a ralenti. des plans caméra un peu dans tous les sens. Oui. La caméra, elle est positionnée n'importe comment. On dirait vraiment un film amateur en fait la façon dont la caméra est positionnée. Les lumières sont pas bonnes. Et t'as des ralentis avec des effets de superposition entre le plan précédent et le plan suivant. Non mais moi j'ai essayé de me flashouiller après. Non mais là t'es en train de me rappeler un traumatisme de réalisation. La question, c'est sorti en quelle année le dernier épisode ? 2009. 2009, ok. Mais le film est sorti quand ? Il est sorti en 2021 et le niveau de réalisation est pas extrêmement supérieur. T'as encore des trucs comme ça qui vont pas, des plans qui durent trop longtemps, d'autres pas assez. Moi, à mon avis, c'est un bon scénariste, c'est un bon acteur, c'est un bon compositeur, mais il faut qu'il laisse la main pour la réalisation. Non, c'est pas un bon scénariste, c'est un bon dialoguiste. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que l'écriture, et ça c'est quelque chose où je me fais souvent clasher sur Twitter à dire que les films sont mal écrits. L'écriture d'un film ne tient jamais ni dans son histoire, ni dans ses dialogues. Le dialogue, c'est ce qu'on appelle les dialoguistes, et c'est ce qu'était Audiard. Il n'était pas scénariste, il était là pour écrire des dialogues qui étaient drôles et sympas et machin, et on aime beaucoup ce travail, et c'est dommage qu'il y ait beaucoup moins de gens aujourd'hui qui soient mis en avant pour leur travail de dialogue. L'écriture d'un film, c'est l'écriture visuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va montrer à l'écran. Parce qu'un réalisateur, il vient pas, il se dit pas « Oh tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais filmer aujourd'hui ?» Tout est écrit dans le scénario. Et parfois, c'est suggéré, mais c'est écrit d'une façon à ce qu'il y ait un voyage de l'œil qui se fasse. Et cette écriture, il l'a pas. Le voyage de l'œil. Le fameux. Il va où ? Et ben là, pour moi, là, le voyage de l'œil, il allait vers le panneau LED qu'on voit dans le reflet de l'œil d'Astier et qu'on se rend compte qu'il est sur un plateau de tournage. Mais là, dans le montage catastrophique avec les flammes et les machins et les trucs, vraiment, et il le fait après, il y a un montage alterné entre lui enfant et lui adulte. Vraiment, c'est ni fait ni à faire. Lui, il est positionné à la droite de l'écran, l'enfant est au centre, donc du coup, l'œil, il fait des zigzags pendant tout le truc. Genre, on ne fait plus des films comme ça depuis les années 1900. Donc, à un moment donné, genre, en 2009, comment c'est possible ? Bref, c'est un autre débat. Désolé. Donc, Ordre 66. Et il y a Yoda qui vient le sauver en mode viens, faut partir tout de suite. Alors, c'est étonnant. Est-ce que devinez la profession de ce personnage qui arrive ? Donc, qui ressemble à un... Profession. On dirait moi avec quel est le grade du major machin Les techniciens en informatique. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire ? Il est pêcheur. Il a l'air... Ouais, c'est ça. Il a l'air un peu d'être un pêcheur, ouais. Mais c'est pas un pêcheur. Pourtant, c'est une sorte de bon samaritain. C'est-à-dire que c'est lui qui vient sauver Arthur quand tout le monde a abandonné, quoi. Tout le monde s'enfuit. C'est le mec de l'auberge ? Non, c'est un vendeur d'esclaves. Je me sens encore plus sale qu'avec la blague où elle voulait se le faire quand il était mort. Mais en mode BDSM ou ancien bail ? Non, juste un vendeur d'esclaves qui est pardonné régulièrement. D'accord. Parce que l'esclavage est présenté de manière rigolote, à la même façon que le sexisme et l'homophobie dans cette série. Mais bon, on a parlé de terrorisme pendant 1h30, on n'a pas le droit de critiquer ça. Alors, je retire ce que j'ai dit sur Citizen Kane et Persona. Jusqu'ici, je voulais être gentil, mais non, cet épisode est insauvable. Donc Morgane, George Lucas, finalement. Pas mal, George Lucas. Il dénonce l'esclavage dans La menace fantôme. Vas-y. Mais Essaye de sortir de ça. Oh mon Dieu. Alors, moi, je pense que la morale de cette histoire, autant de Star Wars que de Kaamelott, c'est d'arrêter de laisser des mecs blancs écrire des choses. Je pense que c'est ça qui est le. Mais je vais regarder quoi moi après Morgane.
Je regarde quoi après? Et par exemple, une série française incroyable, 10%, ou Drôle de Fanny Herrero, C'est tellement bien. qui est certes une meuf blanche, mais qui reste une meuf et qui du coup a des choses à dire et qui sait écrire un scénario. Elle sait très très bien écrire autant les dialogues que l'image et ça on aime beaucoup. Notamment Drôle. Allez voir Drôle, c'est une série courte sur Netflix et ça parle de stand-up, de comiques qui veulent devenir connus, qui commencent dans le milieu et c'est génialissime. Et la série est annulée, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Oui, mais elle se tient en elle-même. C'est-à-dire que ce qui est bien Ouais. au moins, c'est que vous pouvez la regarder sans avoir de côté de machin. Je pense qu'on pourrait la faire d'ailleurs sur On a tout vu. Si un jour on arrive à avoir Fanny Herrero en invité, ce serait incroyable, j'adorerais, mais bref, c'est un autre débat. Si tu nous écoutes, Fanny, envoie-nous un DM, s'il te plaît. Et donc ce pêcheur, on va dire que c'est un pêcheur. Ah, mais tu sais même pas sa vraie profession? Mais si, c'est un esclavagiste, mais... Ah oui, c'est vrai. vous êtes tous traumatisés Oh par là ça, là, donc, en fait, on va mon dire que c'est un cerveau pêcheur. a... Mon cerveau a Allez, dégagé passez ça très, très vite. l'information. Ouais. Donc le pêcheur l'amène à une barque de pêche pour Ouais. aller à Rome. Oui, parce qu'en fait, il se dit, où est-ce que je vais aller? Parce que Lancelot connaît tout de ma vie, en fait. Donc, il n'y a qu'un seul endroit où je peux aller. Bah oui, en même temps, il a tout écrit dans sa biographie. Oui, un peu con. Où est-ce que je me suis caché toute ma vie? Donc forcément que Lancelot a un peu Et- toutes les infos. Et j'adore parce que c'est le moment, en fait, parce qu'on voit quand même pendant 1 heure Astier, genre, assis, elle n'arrive pas à se lever. Et en fait, ce mec lui fait, bah maintenant, il faut se lever, il faut prendre le bateau. Et en fait, Astier lui fait, bah non, mais c'est juste pas possible. En fait, physiquement, tu me vois bien, je vais pas prendre le bateau, en fait. Je vais mourir. Et Venac lui fait, ouais, vous crèverez, mais en essayant de faire quelque chose. Et donc Thibaut InShape, Le encore retour. une fois, Voilà. le retour. Ouais, j'aime bien ce genre de morale, voilà. Excuse-moi, je suis comme ça. Voilà, ok, tu vas crever, mais en fait, au lieu de t'habituer sur ton sort et juste te crever parce que t'abandonnes, en fait, ne baisse pas les bras, fais quelque chose et probablement tu vas mourir. Probablement que tu vas arriver à la fin que tu veux, c'est-à-dire crever. Tu veux crever visiblement. Mais tu Alors, vas faire quelque chose en même temps. C'est purement problématique, mais je te rejoins tout à fait sur cette vision de la vie, Agathe, donc je ne peux pas te critiquer là-dessus. Désolé, bah voilà. De toute façon, les suicidés ne pourront pas m'en vouloir puisqu'ils sont déjà morts. Allez, on passe à la suite. Oh mon Dieu! Générique, Morgane, vite. La pub. Vite, générique! Non, l'autre bouton. Non, L'autre celui-là. gauche. Voilà. Mais tu fais exprès, Morgane, c'est pas possible. Morgane, Mais il y a JK, trop de boutons! vous êtes réalisatrice. Il y a trop- Écoutez, Faites mieux. Merci. C'est insupportable. Donc ils se retrouvent à la plage et donc ils prennent le bateau. T'as un flashback, enfin t'as un flash forward. oui, il se retrouve à Rome. Et donc t'as probablement 1 an de flash forward parce que pour faire le bateau entre l'île de Bretagne et Oui. Rome, tu dois quand même avoir un bon moment, quoi. L'île de Bretagne étant la Grande-Bretagne, enfin étant l'Angleterre. Oui, l'Angleterre. Et effectivement, oui, ça a dû lui prendre un petit temps. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est sa Est-ce maison que vous, à est-ce que vous Rome. comprenez ce qu'il fait là? Ouais, Non, il moi je en est à comprends Rome. rien à la fin. C'est sa maison. Bah, il cherche Rosebud, on est dans Citizen Kane, il cherche un peu le truc qui l'a trigger depuis le début. Il trouve le drap dans lequel il a dû être bercé quand il était enfant et en le touchant, ça lui fait un flashback du truc dont il ne se souvenait pas, qui était qu'à 4 ans, il a tiré Excalibur de la roche. Et du coup, là, il se souvient de son premier sabre laser, tout simplement. C'est son... Mais oui, mais c'est comme Rey dans The Force Awakens, Oui, quand elle c'est- touche le sabre de Luke et qu'elle a un flashback. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est pratique les flashbacks quand tu touches un vêtement. Moi, alors, je dois avouer, c'est un peu chiant parce que ça m'arrive trop souvent dans la vie. Oh là là. Mais ce moment où tu touches quelque chose et soudain, tu as une partie de ta quête qui vient de se débloquer. Tu te dis, ah, mais oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Moi, j'ose plus toucher des vêtements. Hein. Perso, j'ai arrêté. Je vis nu dans mon appartement désormais, mais Heureusement qu'on est en podcast. ouais. c'est ça. D'ailleurs, il y Alors, aura des clips vidéo du podcast. Allez, Donc, suivez-nous allez sur vous TikTok. abonner. Il y aura Agathe nue dans les clips. Hein. Oh là là, Voilà. ouais, c'était un selling point gigantesque, je trouve. Mais tu avais presque raison, Morgane. La seule chose qui a changé, c'est qu'il ne s'agit pas d'un linceau d'enfant, comme un linceuil, Oui, on appelle ça un linceul. un linceuil d'enfant, mais il s'agit de la robe de sa première femme qui l'a laissée au moment où elle est partie avec son homme, parce qu'en fait, elle était vraiment mariée. Mmh. D'accord. Comme lui, ensuite, s'est Avec, marié à une la femme femme de Caradoc. alors qu'il était même marié. Et pourquoi la robe de sa femme lui fait penser à quand il était enfant? C'était son premier amour.
Et en fait, de la même façon, il se souvient de son premier amour, il se souvient de la première fois où il a sorti l'épée. Ok. Parce qu'en fait, l'épée, pour les gens qui nous suivent, est une vision très sexuelle des hommes qui n'arrivent pas à voir leur sexe comme autre chose que des objets longs et pointus qui viennent pénétrer le corps des autres. Voilà, c'était cadeau. Oui, c'est clairement une notion de pouvoir et c'est clairement une métaphore sur sa capacité à agir sur les choses. Bah, surtout si tu nous dis que il s'est suicidé parce que il ne pouvait pas procréer. Donc on est clairement Ouais. sur un lien assez évident sur son pouvoir et ce que ça vient dire de ne plus être puissant. L'impuissance. Ta, ta, ta. Ouais, en fait, ça commence par d'abord, en fait, il a plus envie d'être roi, donc il pose l'épée, enfin, il remet l'épée dans le rocher, et il se passe 3-4 épisodes où tout le monde est en mode bah alors qu'est-ce qu'on fait avec cette épée dans le rocher. Tout le monde essaie de l'enlever, il n'y arrive pas, et puis ensuite il fait non mais vous m'avez tous cassé les couilles, et il part chercher un enfant. C'est ça, dans cet ordre-là. Mais donc ouais, c'est Et clairement justement, dans la progression de sa dépression. et puis on revient sur le côté d'impuissance masculine, puisque Ouais. ce qui a marqué au fond de la baignoire, c'est bien vous m'avez cassé les couilles. Mais t'as raison. Littéralement, on Mais est t'as sur raison. l'impuissance. On est sur la question de qu'est-ce qu'un homme si il ne peut pas procréer. Mais la prochaine fois, il faut qu'on invite Freud à cette émission, en fait. C'est lui qui nous manque. Non, Non, pas lui. Il va encore nous parler de sa mère et tout, et puis il va nous demander aussi si... Ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur? Oh putain. Non, c'est insupportable. On va pas avoir Freud à la table. tu t'es encore trompé, c'était pas le générique. Insupportable. On a ce fameux montage alterné qui est dégueulasse, avec lui en train d'être Ouais. enfant et de jouer avec son sabre laser, et lui vieux qui n'a plus de sabre laser, qui a un bâton à la place. Donc encore une fois, hein, le côté impuissance, il est parti d'un sexe masculin fort jusqu'à quelque chose qui est un bâton. Voire même à un moment donné, il joue avec le tissu presque comme si c'était le truc. Donc vraiment, on Comme est si sur quelque la chose corrida, finalement. c'est On dirait presque qu'il y a oui, non, c'est vrai, il y a un petit côté corrida. Et là, l'effet le plus incroyable du cinéma. Alors, c'est cliché, nous- mais moi je le trouve efficace. Perso. Nous arrivons à un ratio qui appelle le cinéma, c'est-à-dire qu'on passe du plein écran à soudain le 16/9, voire cinémascope. Du coup, l'image se rogne, tout simplement. On se Il y retrouve a des bandes avec noires qui apparaissent. Alors, c'est quelque chose que les gens pensent souvent, mais ce n'est pas ce qui se passe. Et Ah. ça y est, hein, c'est bon. Ça y est. Morgane, c'est clairement des bandes noires qui apparaissent. C'est Ok, quoi si qui tu se veux, passe l'image se rogne et donc laisse apparaître derrière. Le fond, Le qui est un fond. fond noir. D'accord, si tu veux. Exactement. Mais parce que, en fait, souvent dans les anciens logiciels de montage, la façon dont ils le faisaient, c'était effectivement de rajouter des bandes noires qui venaient s'apposer à l'image. Sauf qu'en fait, c'est une image qui n'est pas vraie. Le format de l'image est très important parce qu'en fait, dans un monde idéal, il faudrait que l'écran sur lequel tu es en train de regarder le visuel soit en train de se rétrécir à la même façon. Et c'est pour ça que beaucoup d'anciens cinémas avaient des rideaux qui leur permettaient, en fait, ces rideaux bougeaient en fonction de la taille de l'image oui. qui était projetée. Et c'est super satisfaisant de voir ça d'ailleurs dans un cinéma. Ah, c'est pour ça. Moi, j'adore. Avec le petit bruit qui fait... Bon, maintenant, ça se produit surtout au début quand tu passes des pubs Oui. qui sont en 16 dixièmes, j'en sais rien, Exactement. qui sont très hautes, et on passe au film qui est beaucoup plus étroit. Voilà. Et que Et du coup, il y a les rideaux qui font blablabla. Exactement. Marrant. Parce qu'en fait, on est bien sur un format d'image et pas sur l'idée que l'obscurité avance et vienne réduire ta vision. Parce que ça, du coup, c'est quelque chose de presque obscurantiste, si je peux me permettre, sur le cinéma. Néanmoins, cet effet nous indique que la suite de Kaamelott se passera au cinéma, et on a c'est un truc qui dit bientôt Arthur redeviendra un héros. Waouh. Encore une fois, je pose question sur le fait que comme il est incapable d'avoir une descendance et que du coup on lui a littéralement cassé les couilles, est-ce que redevenir un héros, ça veut dire redevenir un homme ? Alors moi je le relie beaucoup à la dignité des faibles, le concept de héros dans ce contexte-là. Et en fait, il a arrêté d'essayer de sauver les gens. Il y a Lancelot qui a pris le pouvoir. C'est bon, allez, vas-y, allez, débrouillez-vous les gars. Et c'est tout ce qu'il fera dans la première partie du film d'ailleurs. Il va vraiment s'en battre les steaks d'essayer de sauver les gens. Il va être en mode c'est cool, vous êtes là, chouette, continuez à être dans la merde, avant d'accepter sa mission à nouveau. De la même façon qu'Obi-Wan un peu a abandonné après avoir échoué avec Anakin, qui est devenu Dark Vador. Il a dit maintenant je vais me reclure dans une grotte, de la même façon que Arthur l'a fait.
avant de sortir et d'aller jusqu'au sacrifice pour sa communauté, pour ses idéaux, pour son espoir. Et alors, on l'a pas encore vécu, ce sacrifice, dans Kaamelott, parce qu'il reste encore 2 films. Un qui sortira en 2024 et un probablement en 2027. Mais c'est visiblement la suite logique des événements, un peu comme avec Iron Man, un peu avec Oui, à peu près tous les films Marvel qui whatever, existent. every héros de tous les... Voilà, c'est ça. Hein. Tous les personnages bien écrits, en général, ça se termine par un sacrifice parce qu'ils doivent aller jusqu'au bout de leurs idéaux. Avec Ragnar Lothbrok dans Vikings. Tout à fait, C'est- tout à fait, tout à fait. Et c'est ça que ça annonce. Quoi qu'il en soit, on a tout vu, on est persuadé qu'on peut améliorer n'importe quel scénario en Force Femme ou Force Masque Oh, un putain de personnage. merde. Et c'est donc le moment d'arriver à notre nouveau segment préféré qui est le Tuck, Marry, Kill. Alors sachez que la personne qui a eu l'idée de ce segment est en train de se faire un facepalm. Je regrette, mais si fort, les amis, si fort d'avoir proposé cette chose. Et sachez que j'étais pas dans la pièce quand cette idée est venue. Moi, j'approuve complètement. Donc, je serai vous notre caution. rappelle, exactement. Je vous rappelle les règles du Tuck, Marry, Kill, comme le Fuck, Marry, Kill. L'idée est de savoir qui on force femme ou force masque. Le mari, donc qui est-ce qu'on marie dans cet épisode, et qui est-ce qu'on tue. Voilà. Donc, mes chères co-animatrices, qui est-ce qu'on force femme ou force masque? Est-ce que vous vous souvenez même des personnages déjà? Moi, je pense que la demi-sœur, clairement. Pour moi, il y a un choix évident. Pour moi, il y a un choix évident. Bah, pour moi, c'est Astier qui, Bah oui. qui est Force Femme. Oui. Bah c'est parce que déjà on lui a cassé les couilles, donc il a déjà fait l'orchidoctémie, donc c'est bien, c'est Oh là là, mon Dieu. une bonne étape. Pour moi, c'est pas la partie où on parlait des esclavagistes et tout. Moi, c'est ça, cette partie-là qui me crie. En fait. Oui, fondatrice du Wikitrans, tu as quelque chose à nous dire sur Puis en plus, il a déjà fait du laser, donc il est déjà habitué à Exactement. la douleur et tout. Ah là voilà, là là ok. là. Il est dépressif. Ouais. 3e point. Ouais, c'est bon. Mais non. Mais on peut pas dire des choses comme ça. Voilà, il peut pas avoir Ouais. d'enfant. 4e point important. Ouais, voilà. Il a un intérêt spécifique qui est le Graal. Voilà, qui l'obsède un petit peu. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le Graal. Donc il est un peut en petit peu parler autiste. pendant des heures. Nickel. Légèrement. Voilà, Légèrement. génial. Donc, non, je fais tous les clichés. Hein. Vraiment, genre, Donc c'est bon. Il a un requin peluche. C'est ça, voilà. Il fait du polyamour. Est-ce qu'il aime les cornichons? Il est entouré de cornichons, a priori. Puis ils sont tous abrutis. Donc non, pour moi, clairement, Astier, on le force femme, tout va bien se passer. Oui, Elle sera beaucoup plus heureuse après, donc tout Ouais. ira bien. Avec qui on se marie? Moi, je... Ils font tous chier. Eh bien, nous avons avec nous Astier, qui nous revient de Rome. Moi, Oui. j'ai 2 propositions à vous faire, mais Vas-y. clairement, c'est Lesbian Intensifies, parce que j'ai 2 propositions, c'est que des femmes. Pas de souci. La Mhm. première, c'est celle qu'on voit pendant 3 secondes, qui est sa première femme, qui est vraiment un super personnage et malheureusement qui est obligée de partir au milieu de la saison, et donc on la voit pas ensuite. Mais elle était super et pour le coup, c'est une des seuls personnages qui est pas trop conne et en plus pas méchante. Et sinon, Guenièvre, à mon avis, je pense, c'est une femme douce et aimante et qui a quand même voulu prendre soin du roi Arthur alors qu'il a vraiment chié sur la gueule pendant des années. Elle a beaucoup de courage et je l'aime pour ça. Voilà. Et quitte à choisir, je pense que ça pourrait être une bonne, Moi, bonne partenaire. j'aurais dit Guenièvre aussi, mais j'ai une invitée surprise. Je pense à la meuf du pilote, le chevalier femme. Oh my god! Parce que, Ah, oui, c'est la bonne en fait, réponse, c'est la bonne Parce que, réponse. en fait, genre, I want to fix her. Genre, elle a clairement de l'homophobie intériorisée. Et genre, moi, j'ai trop envie qu'elle aille se battre et tuer des gens et ramener des clafoutis à la cerise. Enfin, voilà, genre, pour moi, voilà. Donc, pour moi, Marie, c'est le chevalier femme. Voilà. Bonne réponse. Et du coup, qui est-ce qu'on tue? Moi, c'est Méléagant. Je le supporte pas. Voilà, C'est- du 5 c'est- minutes, et c'est trop évident. C'est genre le vous gros connaissez méchant, pas, tu vous vois. connaissez pas. c'est- Ok, je choisis quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Ouais, moi, je le connais pas. Vous allez dire demi-sœur, évidemment.
Qui ça? Qui ça? La demi-sœur. Non, moi je pense Ah, à quelqu'un. J'aurais pas pensé à cette personne si j'avais pas eu son background, mais le mec qui a vendu des esclaves. Voilà, Ah oui, c'est bon. C'est bon, je suis d'accord avec ça. Parce qu'en fait, déjà, son attitude de vous êtes pas bien, vous allez vous lever, me dérange un petit peu. Oui, un petit je peu une trouve chèque que, corps, là. Voilà, exactement. Et vendeur d'esclaves. Enfin, à un moment donné, genre, on va le buter ou quoi? Oui. Je suis d'accord. Agathe a l'air de hocher la tête. Oui. Après, c'est vrai que si tu vas dans cette partie-là de l'histoire, tous les personnages du coup ont acheté des esclaves, quoi. Donc ils sont tous à buter. De aussi. toute façon, Sinon- il y en a pas beaucoup à C'est ça. sauver, j'ai l'impression, dans tout ce cast. Sinon, la Zeus qui fait un combo de dire Gwyn et de faire culpabiliser machin pour son... C'est Guenièvre. Ok, elle. On l'a tué. Moi, ça me va. En fait, Voilà. je préfère tuer un mec, mais Oui, on peut aussi la tuer. Oui, c'est vrai. On faut peut faire équilibrer, faire un trio de 3 meufs. Moi, ça me va aussi. Non, on la force masque. Oh mon dieu, et non, après... non. Et après... Attends, il est où le... Et cette tête, on a tout vu. Cette blague va revenir à chaque Pour les notes. Non, désormais. Allez, on va passer surtout aux notes pour savoir que vaut cet épisode. Et oui, c'est la notation Lost pour larmes, originalité, sexisme. Et est-ce que ça termine bien la série? Bon, au niveau des larmes, est-ce qu'on a beaucoup pleuré? Non. Alors, est-ce qu'on lui donne pas quand même des points sur le côté que c'est d'un déprimant Oui. absolu pour Oui. une série qui est Pose censée bien être ta humoristique. question, t'animes l'émission. Pardon. Pardon. Non mais oui, t'as raison. Il y a Niléane qui m'a littéralement dit Faites mieux. Faites mieux. On n'a encore pas gagné. Bon. Je pense. Bon, du coup, niveau larmes, on met combien? Moi, je retiens surtout le moment que je vous ai dit, qui m'a marqué. Et il est très bien. Cependant, c'est juste un moment dans l'épisode, donc un petit malus pour ça, de mon côté. Je sais pas, 4. Ouais, 4. Moi, je serais parti sur un 4 aussi. Moi, je dois vous dire que c'est de ma nostalgie qui parle, mais j'ai la chair de poule à chaque fois que j'entends la musique. Parce que du coup, toute la scène finale se passe sur une musique d'un film avec Louis de Funès. Et à chaque fois que j'entends cette musique, du coup, j'ai les chairs de poule. Voilà. Donc, je mettrais un peu plus, mais 4, c'est bien. Ok. En termes d'originalité, moi, je trouve ça assez original de faire un épisode final entièrement en huis clos. Surtout sur une grosse série qui est attendue un petit peu, voilà. De faire ça sur la dépression aussi, pareil, on n'est pas sur un sujet simple, sur les tentatives de suicide. Il y a certaines choses qui sont faciles dans cette originalité-là, donc je ne lui mettrai pas tous les points, mais pareil, je serais assez tenté d'aller vers un 4, par exemple. Ok, t'as raison. Au niveau du sexisme, Ben, on est toujours bien, hein. On est toujours très très bien dans le sexisme, hein. Ça ne change pas, hein. Il y a très peu de personnages, il n'y a aucune femme qui se parle, je crois. Et à chaque fois qu'elles sont présentées, c'est soit parce que c'est la mère, soit la sœur, soit la femme. C'est toujours une relation, le personnage n'existe jamais en tant que tel. Et n'a pas trop d'évolution non plus dans cet épisode, quoique, à part Guenièvre, qui a un peu... Est-ce qu'il y a une évolution, raison de mais- pas mettre 6 du coup? C'est qu'il y en a quand même plus que dans le pilote. c'est ça. Ok. Et dans le pilote, on a mis 5. Je serais tenté de mettre Ok. la même note en vrai que le pilote. Oui. Est-ce que ça termine bien la série? C'est compliqué pour vous de répondre, hein. Bah, du coup. Bah oui, moi, j'ai j'ai envie de aucune dire idée. concrètement non, puisque ça dit ça va continuer, donc ça ne termine pas. Le plan final est littéralement de dire ça revient, donc il n'y a pas de fin. Cela étant dit, il y a quand même, on a l'impression, la fin d'un arc narratif assez important. On sent on revoit tous les personnages, et je suis tenté de mettre beaucoup de points par rapport à ça. Le côté on vient clore pas mal de relations. Ouais, de ouf. Et pour une série comme Kaamelott, ça me semble assez important parce que les gens ont dû s'attacher à ces personnages. Ok, oui. Mais en même temps, on a l'impression que presque c'est pas la même série, quoi. Ah oui, Ah, clairement. Moi, je voulais juste une brochette de sketch, quoi. En vrai, c'était une brochette de sketchs, des sketchs beaucoup moins drôles et beaucoup plus graves, Oui, mais d'accord. la façon Oui. dont c'est fait, on a bien un sketch, 2 sketchs, 3 sketchs. Chaque rencontre avec quelqu'un est traitée d'une manière où
on a la construction. Enfin, c'est écrit comme des sketchs à chaque fois. Oui, d'accord. Ok. Et en vrai, c'est vraiment sur le même niveau, le même ton que les 2 dernières saisons entières, quoi. Donc, il y a une continuité assez forte. Mais c'est vrai que vous l'avez pas. Vous, c'est vrai que vous regardez le pilote et ça, vous dites, mais c'est vraiment pas la même série. Et je suis d'accord. Si, je le savais, on a tout vu. C'est un vrai bateau de Thésée, en fait, cette série. C'est-à-dire que progressivement, il a changé. Vous connaissez le bateau de Thésée? Oui. C'est ce bateau Oui. où en fait, c'est les Grecs qui se sont posé la question. Si jamais on prend une planche, on l'enlève et on en met une autre, est-ce que c'est toujours le même bateau? Et si jamais je fais ça, donc première question. À Mais l'infini, la réponse est souvent oui. La question, c'est si jamais j'enlève une nouvelle planche, puis encore une autre, puis encore une autre, et sur, disons, un laps de temps de 1 an, en fait, toutes les planches ont finalement été remplacées parce qu'elles en avaient besoin, et il ne reste plus aucune planche de l'original. Est-ce que c'est toujours le même bateau? Et finalement, en fait, le ton a changé, tout a changé, il ne reste que les personnages et les relations entre les personnages. Sinon, le projet de la série, il est plus le même du tout. Est-ce que c'est encore la même série? Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est le fait de le connecter, enfin voilà, c'est mon point de vue de meuf qui a déjà vu la série, mais il clôt toutes les aventures et il en démarre une nouvelle. Donc je trouve que ça termine très bien. Eh bien, je pense qu'elle doit avoir le dernier mot. Ouais. Du coup, quelle note tu mettrais? Bah, je lui mettrais un 5 sur Allez. 6. Ce qui nous fait du coup un résultat de 18 sur 24, sachant que le final de Phénomène Raven était à 2 sur 24. Donc on vient de gagner 16 points. Mais Quoi? comment c'est possible qu'on était à 2? Je me souviens pas. What? Ah bah parce que il faudra réécouter l'épisode l'épisode 9 de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc un grand écart entre Oui. le final de Phénomène Raven, qui ne terminait pas la série, qui n'était pas forcément triste, qui n'était pas forcément original, donc forcément on mettait pas beaucoup de points là-dedans, et n'était pas forcément sexiste non plus, oui, comparé c'est à c'est cet épisode qui coche quand même énormément de cases. Les deux sont assez différents. Il y en a un qui est très émotionnel, l'autre qui est sur une continuité de la voilà, C'est ça. c'est Oui. évident. En tout cas, tu m'offres une très bonne transition, comme d'habitude, sur la suite. Parce que la prochaine série qu'on va regarder nous propose aussi, un peu comme pour Kaamelott, cette idée qu'on a un premier épisode qui nous met un cadre. On sent que la série va aller dans une direction. Et le final, les gens ont clairement pris du LSD pour l'écrire. Et ça J'ai n'a hâte. plus aucun rapport. On va vous parler d'une des séries matricielles de l'histoire de la télé. Le Prisonnier. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, Faites mieux. Merci. Oh, j'adore. c'était On a tout vu. Gros bisous. Vous venez d'écouter l'épisode 10 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coin Killing, production présentée par Agathe Mametz, Morgane Gicalé, Niléane Dorfer. On remercie vivement Arnold de Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour les 2 épisodes finaux, enfin le premier épisode final de cette saison 1 de On a tout vu avec Le Prisonnier, une série de 1967. Mais que va-t-il donc se passer ?